Bonsoir à tous, il est 20 heures précises et nous avons le plaisir de vous accueillir sur ce deuxième webinaire. Donc nous sommes tous en live ce soir. Merci à Raphaël Hirouchalmi de nous accompagner ce soir. Bob Asbara, notre nouvel ambassadeur avec Samuel Madar, qui va être à nos côtés ce soir. Bob, qui va justement qui a interviewé Raphaël. Et nous avons également à nos côtés Lisa Sillon, qui est là et qui est Shlicha du Keren Hayesod et avec qui je travaille tous les jours. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rebecca Jacquin, coprésidente du Keren Hayesod. Nous sommes un binôme homme-femme parce que nous donnons de l'importance à la parité. Et mon coprésident, Johan Sayag, sera là avec vous pour le prochain webinaire qui aura lieu lundi prochain. Donc, depuis le début de l'opération Rugissement du Lion, c'est notre second webinaire. L'idée est de pouvoir, au fur et à mesure, vous tenir informés de ce qui se passe, vous informer, de se réunir ensemble avec le Keren Hayesod pour vous faire parler de ce qui se passe, mais également aussi des besoins en Israël. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Keren Hayesod, et je pense qu'il y en a de moins en moins, le Keren Hayesod est une institution de solidarité qui existe depuis 100 ans, maintenant plus de 100 ans, 1920, et qui est l'institution de solidarité de référence quand on souhaite donner à Israël. Le Keren Hayesod est donc un collecteur de fonds qui ensuite va répartir selon les besoins de la société israélienne, aussi bien au niveau social que structurel. Depuis le début de la guerre, les besoins se font chaque jour de plus en plus importants, puisque comme vous avez pu le suivre et vous aurez encore plus d'informations ce soir à ce sujet, il y a des missiles, il y a des victimes de ces missiles, il y a des immeubles qui sont détruits, des appartements qui sont touchés et donc des personnes qui sont déplacées. Il y a des zones comme dans le nord où on ne peut même plus sortir des abris puisque le délai à compter de la Red Alert, de la Tseva Adom est de 15 secondes. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes qui sont faites au Keren Hayesod pour pouvoir venir en aide concrètement. Nous travaillons spécifiquement ces jours-ci sur deux points importants. Le premier, c'est les communes du Nord nous ont fait savoir, les conseils régionaux nous ont fait savoir, notamment à Nahariya, à Kiryat Shmona et à d'autres endroits, nous ont fait savoir qu'il y a bien sûr des abris. Il y a aussi des abris comme même des parkings, plein de choses, mais aussi des abris concrètement qui sont là. Mais les personnes, que ce soit chez elles, que ce soit dans des abris dans la ville ou ailleurs, n'ont pas de quoi rester vivre dans l'abri parce qu'elles n'ont plus le temps de pouvoir en sortir, cuisiner, aller prendre une douche. Donc, il y a un vrai besoin de première nécessité de mettre en place des matelas, des couettes, des oreillers, des jeux pour les enfants. Tout ça a un coût, c'est un réel besoin. Il a été chiffré ce coût-là à chaque kit par abri de 4 000 euros. Mais il y a également un deuxième point sur lequel nous agissons, puisque vous avez pu le constater, il y a beaucoup de personnes qui ont dû quitter leur logement suite à des débris de missiles qui ont détruit leur logement. Il y a des gens qui ont dû être déplacés pour aussi des raisons sécuritaires. Et donc, on a activé le fonds d'urgence d'aide aux victimes du terrorisme. Et ce fonds d'aide aux victimes vient concrètement, tout de suite, verser une somme pour pouvoir s'habiller, se nourrir, faire face aux premières nécessités de ces victimes du terrorisme. Voilà, ce sont les besoins sur lesquels nous travaillons au quotidien. Je tiens à vous remercier à tous ce soir d'être là. Vous êtes encore plus nombreux que la dernière fois et notre but est à chaque fois de vous accueillir à nos côtés et de vous informer, comme je vous l'ai dit. Je vais laisser tout de suite la parole à Bob Asbara, notre ambassadeur, qui va avoir le plaisir et l'honneur d'interviewer notamment Raphaël Hirouchalmi. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci Rebecca et en effet, plaisir et honneur toujours d'interviewer Raphaël pour tous ces éclairages et tout ce qu'il peut nous expliquer sur ce qui se passe pour l'instant. Et,
Et bon, il y a vraiment pas mal de choses à faire, à dire. On a un grand tour de l'actu à faire, parce qu'évidemment, elle est assez intense pour le moment. On va peut-être commencer, si ça vous dérange pas, Raphaël, par commencer du Liban, puisque c'est un peu l'actualité de ce soir. Il y a beaucoup de vagues importantes de missiles qui s'abattent pour l'instant sur le nord d'Israël. On avait commencé à entendre cet après-midi hein, des rumeurs ici en Israël, citant certains responsables israéliens ou quoi de s'attendre à une telle vague. Qu'est-ce qui est en train de se passer là sur le nord? Bien, malheureusement pour les habitants du Nord, d'abord bonsoir tout le monde et bonsoir Bob que je félicite pour son travail que tout le C'est monde gentil. apprécie. C'est gentil. Voilà ce que vous faites, donc je vais être très sérieux. Mais j'aime beaucoup votre style. En ce moment, c'est absolument indispensable d'avoir ce moment d'ironie, d'humour et de dérision face à tout ce qui nous frappe. Alors bravo. C'est gentil, Voilà, alors merci. au nord. Avec plaisir. Au nord, malheureusement, ils ont l'habitude, et c'est pas la première fois, c'est un peu comme ceux du sud avec Gaza. Alors au nord, ils sont en train effectivement de subir énormément d'alertes à la roquette, aux missiles, avec la différence que eux n'ont pas un temps de réaction comme en ont les habitants du centre. Un missile qui part de l'Iran, il y a une dizaine de minutes de temps de réaction. Au nord, il y a 15 secondes. Donc, pour aller dans un abri, quand il y a un abri, la population est en danger. C'est une population en majorité traumatisée parce qu'elle a été évacuée pendant des mois lors de l'attaque du Hezbollah après le 7 octobre. Elle est revenue et elle essaie de reconstruire le nord qui a été très abîmé, très détruit. Pas seulement les immeubles, hein, il y a aussi la nature, beaucoup d'endroits splendides qui ont été détruits. Donc beaucoup de traumatismes à affronter. Et de nouveau, les voilà sous pression, sous tension, avec même des ordres qui ont été donnés par les dirigeants du Hezbollah à la force Radouane, c'est-à-dire les commandos d'élite du Hezbollah, de tenter une incursion en territoire israélien pour faire un 7 octobre bis. Donc des nouvelles peu réjouissantes, en dehors du fait que Tzal, lui, a pris les devants. Nous ne faisons aucunement confiance au gouvernement libanais, aucunement confiance à l'armée libanaise et aucunement confiance à la communauté internationale qui ne fait rien, absolument rien, à commencer par le président Macron et la France qui aurait dû venir à la défense du peuple libanais, qui est un peuple ami du peuple français. Et donc, c'est à ça, à nouveau, de faire le boulot, le sale boulot pour tout le monde. Et ils vont le faire avec aujourd'hui. Alors, on sait qu'il y a eu une entrée terrestre, hein, on redoute toujours ces entrées terrestres, parce que bombardé par l'armée de l'air, on risque la vie des pilotes quand même, mais c'est moins risqué. L'artillerie, là, on a des boots on the ground, hein, des bottes sur le sol. Et aujourd'hui, des unités qui étaient déployées à Gaza sont remontées de Gaza, donc vers le sud Liban, à commencer par la fameuse brigade Golani. La brigade Golani, lorsqu'on la déplace, c'est pas pour rien. Ça veut dire que les choses deviennent sérieuse que ça se corse. Pour l'instant, les forces terrestres israéliennes sont à quelques kilomètres au nord de la frontière israélienne, israélo-libanaise, mais on sait qu'il y a la fameuse ligne Litani, du fleuve Litani, et là, c'est plusieurs kilomètres de plus pour donc s'introduire à l'intérieur du Liban. Pour l'instant, on se borne à une zone de 7 à 10 kilomètres de largeur qui équivaut à la portée d'un missile anti-char. Car ça, c'est une menace. Hier, il y en a eu un de tiré. C'est une menace présente et imminente parce que c'est à une courte portée et ça peut atteindre un village comme Metula en Israël. Donc voilà où nous en sommes avec une détermination des Israéliens de ne pas laisser faire, au point que, et je termine là-dessus, anecdotiquement peut-être, les pilotes qui partent d'Israël et vont attaquer en Iran et font 2000 kilomètres au moins, lorsqu'ils reviennent, lorsqu'ils ont encore des munitions, eh bien, ils ne reviennent pas directement à leur base, ils passent par le Liban pour continuer le travail.
Ah, ils font un petit détour, quoi. Un petit détour pour larguer ce qu'il leur reste. Vous pensez, est-ce qu'il y a un réel objectif ici de Tsahal dans ce qu'on fait au Liban, hormis la défense? Parce que, comme vous le dites, on a eu quand même une campagne assez intense sur le Hezbollah et on voit qu'ils ont toujours cette capacité à tirer. Ici, la dernière salve, de ce que je vois, on parle quand même de plusieurs dizaines de missiles. Est-ce que vous pensez que cette fois, Tsahal va prendre l'opportunité pour vraiment tout nettoyer, comme vous avez dit, à partir de la ligne du Litani? Ou pour l'instant, il n'y a pas de vrai objectif de guerre annoncé, on se défend, on fait au mieux et on verra après. Non, l'objectif, c'est de désarmer définitivement le Hezbollah. Le Tsahal peut le faire, veut le faire. C'est pas la première fois. Ça fait des années que le commandement nord de Tsahal demande à faire des éliminations ciblées. On a éliminé Nasrallah, mais on aurait pu l'éliminer il y a 10 ans. Tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, Tsahal va le faire, aurait déjà pu le faire, le fera par l'avenir. Tout va dépendre de la décision aux politiques. Qu'est-ce que les gouvernements vont décider de part et d'autre, à commencer par le gouvernement israélien? Va-t-il laisser Tsahal faire le travail jusqu'au bout? Va-t-il y avoir une tentative, on le voit déjà d'ailleurs, de Beyrouth, d'obtenir un cessez-le-feu? Et ils ont manifesté le désir de négocier directement, ce qui est nouveau, avec les Israéliens. Mais ça, c'est évidemment pour nous arrêter dans notre élan. Il ne faut certainement pas leur faire confiance. Il faut laisser Tsahal faire son travail et une fois de plus se rappeler que ce genre de mission prend du temps. Il faut être patient. C'est pas en 2 minutes qu'on va se débarrasser d'une menace du Hezbollah qui est beaucoup plus importante encore que n'était celle du Hamas. Oui. Oui, tout à fait. Dernière question sur ce front nord, et puis on passera à l'Iran. Vous le mentionnez, c'est la première fois que les Libanais veulent des négociations directes avec les Israéliens. Selon vous, je comprends bien que c'est juste du show, de la rhétorique pour nous arrêter dans notre élan. C'est la première fois aussi qu'on les voit un peu prendre position, même si bon, c'est toujours assez timide contre le Hezbollah. Mais cette fois, les États-Unis ont quand même dit, et je cite les mots, ils ont dit cut de bullshit. On arrête la bullshit. Soit vous êtes sérieux pour désarmer le Hezbollah, soit on discute de rien. Est-ce que ça vous donne quand même un peu plus confiance aujourd'hui? Oui, un peu plus confiance. On a quand même une lueur d'espoir dans la voie diplomatique, dans la mesure où il y a 2 ans, on a quand même obtenu des négociations aussi presque directes, dirais-je, par rapport au gaz naturel en mer Méditerranée, qui ont permis de tracer une frontière reconnue maritime. On n'a toujours pas de frontière terrestre reconnue entre nous les Libanais, mais c'était Mhm. aussi un tournant. Donc il faut laisser sa chance à la voie diplomatique. Ce n'est pas seulement le manque de volonté de la part il ne faut pas oublier que tous ces gouvernements sont corrompus jusqu'à la moelle à Beyrouth, c'est ça le problème, et que c'est malheureux parce que depuis 1974, c'est-à-dire lorsque Yasser Arafat et les Fédayines sévissaient au sud Liban, on a eu une suite de gouvernements au Liban qui n'ont fait que trahir le peuple libanais. Et donc, c'est dommage parce que si en 1974 ou encore en 1982, lors de la première guerre du Liban, Beyrouth avait tendu la main à Jérusalem, le Liban ne serait pas dans le marasme dans lequel il se trouve aujourd'hui. Il serait allié d'un pays fort, Israël, et aurait une vie économique et autres bien différente de ce qu'il connaît aujourd'hui. Malheureusement, les gouvernements en place ne l'ont pas permis. Et on ne peut pas leur faire confiance. C'est clair et je suis bien d'accord avec vous et on se demande quel jour ils vont comprendre que c'est dans leur intérêt. Mais bon, on peut passer maintenant à l'Iran. Alors on est au 12e jour, je crois, de l'opération, si je me trompe pas. Une question que je voulais vraiment vous poser, moi personnellement, je lis un peu les communiqués de Tsahal, mais j'ai pas ce même, on va dire, décodeur que vous avez pour comprendre ce qui se passe. Quel bilan réel on peut dresser des frappes militaires israéliennes et américaines en Iran aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a touché? Qu'est-ce qu'on a frappé? Est-ce qu'on voit une certaine progression ou est-ce qu'on reste un peu dans le fog of war, dans le brouillard de la guerre pour l'instant? Alors, non, pas du tout, c'est très clair. Il faut mettre de côté les déclarations et les blablas des experts et regarder les faits. D'abord, ce qui est en train de se passer a été rendu possible par la guerre des 12 jours en juin dernier. Ça a préparé le terrain, ça avait déjà affaibli les gardiens de la Révolution, avait diminué l'arsenal à leur disposition et avait ouvert des corridors opérationnels dans les cieux iraniens par lesquels les avions américains ont pu passer et lancer leur offensive d'une façon beaucoup plus facile et sereine grâce au terrain préparé par Tsahal. 12 jours, comme la guerre des 12 jours en juin, eh bien, pendant ces 12 jours, on a accompli l'impossible.
On a battu, en fait, moi je dis toujours, en juin, on a battu tous les records de Guinness. Et comme on n'a pas d'autres records à battre, on a battu maintenant nos propres records, encore plus. L'armée de l'air israélienne a fait des choses absolument extraordinaires. Tous ceux qui ont une expérience militaire de l'armée de l'air, des pilotes, sont complètement baba par le monde entier. On regarde ça avec admiration. C'est absolument incroyable ce qui a été accompli. Ce qui a été accompli, c'est la route vers la victoire. D'abord, en dehors des exploits inédits de tout ce qui a été détruit, il faut comprendre que le chef de l'état-major de Tsahal, Elial Zamir, a annoncé aujourd'hui qu'on était à 80% de l'arsenal de la puissance de tir iranienne détruite. Donc 80%, on s'en est débarrassé et que dans les 2 semaines, il garantit qu'elle sera détruite à 95%. Donc on est en pleine victoire. On parle ici de la menace, évidemment, des missiles balistiques. Et on le voit par les chiffres des tirs, parce que nous avons beaucoup d'alertes, mais les alertes C'est sont des ça. alertes pour un missile à la fois. Même si certains sont à fragmentation, ça veut dire en 20 parties, ils se divisent en 20 parties, ce qui est dangereux. Mais d'un autre côté, chaque partie est évidemment moins puissante que si c'était un seul missile. Donc on est, alors, après les 12 jours, la guerre de 12 jours en juin, on avait déjà diminué l'arsenal des gardiens de la Révolution. Ils ont essayé de se refaire une santé entrante, mais ils n'ont pas réussi à produire et se procurer autant de missiles qu'on en avait détruits. Donc on était déjà à des titres moindres. Et si au premier jour de la guerre des 12 jours, les Iraniens tiraient plus de 150 missiles, eh bien cette fois-ci, ils en ont tiré que 80 en tout début. Et aujourd'hui, ils en tirent moins de 10 par jour. Donc on a eu aujourd'hui à peu près en 24 heures 8 alertes, mais c'était 8 alertes pour 8 missiles. Alors que au mois de juin, on aurait eu des dizaines et des dizaines de missiles de tirés. Donc il faut bien comprendre que c'est désagréable, c'est stressant, ça bloque l'économie, tout ce que vous voulez, mais on est dans une perte de vitesse évidente de la puissance de tir et de l'arsenal des gardiens de la Révolution. Il faut bien comprendre aussi que nous avons une supériorité sur eux, car aujourd'hui, c'est une guerre de l'intelligence artificielle. La rapidité avec laquelle les calculs sont faits opérationnels, c'est du jamais vu. Pour la faire très simple, entre l'information que va donner un agent du Mossad ou autre sur le terrain à propos d'une cible en Iran et le pilote de l'armée de l'air israélienne qui va aller attaquer cette cible, c'est une question de minutes avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire que ça passe de cet agent en Israël à l'unité 8200 qui va trier, analyser les données et qui va les transmettre au site sec pardon, à l'unité des opérations du quartier général de Tsahal, qui va aussi sec faire un plan d'opération pour détruire ces cibles, et tout cela grâce à l'intelligence artificielle qui va dire par quel angle l'attaquer, quelle munition utiliser. Si la munition est idéale mais qu'on n'en a pas assez, peut-être ne pas l'utiliser, la garder pour plus tard et utiliser une autre munition selon ce qu'il y a dans les entrepôts. Tout ça va être calculé en l'espace de quelques minutes grâce à l'intelligence artificielle et évidemment grâce à l'intelligence et au renseignement à la base, car en fin de compte, l'Iran a été complètement quadrillé par les agents du Mossad et de la CIA. On a même les plans des bunkers, les plans des centrales nucléaires qu'on a obtenus par les architectes, par le gars qui vient installer la clim. Hein. On a réussi même ça. Et donc, il y a ici une réussite historique, c'est-à-dire dans les livres d'histoire militaire à partir d'aujourd'hui et jusqu'à pendant les siècles à venir, à mon avis, on va étudier la façon de laquelle cette opération a été menée. N'oublions pas que l'Iran il y a 90 millions d'habitants, c'est Mais oui, c'est ça. extrêmement immense sur le plan géographique, c'est un territoire immense et une armée extrêmement bien équipée, avec un arsenal inquiétant, dont les fameux drones Shahid 136, dont les fameux missiles Fatah 110. Ça veut dire on a affaire à une immense armée, un pays très puissant, très grand, et en 12 jours, on l'a mis pratiquement à terre. Alors, moi, je l'ai dit déjà sur LCI aujourd'hui et sur d'autres chaînes, arrêtez de parler de piétinement, de bégaiement, de je ne sais quoi. Alors, Donald Trump exagère un petit peu quand il dit on a fini le boulot, on n'a plus pour... Mais pas tellement. On est à la phase 2, on est à la phase nettoyage. Il y a ici une victoire militaire dont le succès après pour les objectifs va dépendre de comment, comme pas d'habitude,
le jour d'après, comment on va récupérer l'Iran, est-ce qu'on va faire tomber le régime, pas tomber le régime, mais ça c'est le jour d'après, et je dis toujours aussi à l'antenne, c'est très bien, le jour d'après, c'est sûr que c'est important, mais pour qu'il y ait un jour d'après, il faut d'abord qu'il y ait un jour d'avant. Et on est au jour d'avant et on est en train de faire le travail. Après, c'est après. On est en train de faire le travail, on est en train de faire le travail au point que d'ici quelques jours, on pourra sereinement dire au peuple iranien, vous pouvez descendre dans la rue. Allez-y, vous allez pouvoir renverser le régime. Je le dis ça à condition qu'on leur donne un coup de main militaire. Ça veut dire qu'il faudra envoyer des forces spéciales israéliennes et américaines sur terrestre. Il faudra y aller. C'est pas qu'on va venir avec des tanks, mais on va envoyer des commandos pour les aider. Donc, en gros, on est vers une victoire. On a, avec les Américains, largué plus de 10 000 bombes dans les jours précédents. Les Américains viennent d'ailleurs de nous envoyer 12 000 bombes pour remettre dans les entrepôts. Donc, lorsqu'on dit qu'on a passé de munitions, ça aussi, c'est faux. Et donc, on va en détruire encore des milliers. Les gens doivent se rendre compte que c'est des milliers et des milliers de cibles. C'est des centaines et des centaines de sorties aériennes avec des centaines d'avions dans les airs, qu'il n'y a pas eu une seule collision pour l'instant. C'est assez incroyable. Et donc, on détruit non seulement les missiles balistiques, non seulement les intérêts nucléaires, mais on va jusqu'à détruire les postes de police, les commissariats de police des Bassidji, de la répression contre le peuple iranien. On va les détruire les uns après les autres. Ça prend un peu de temps. On estime encore 2 bonnes semaines pour détruire toutes ces infrastructures. Ouais, donc si on vous comprend bien encore 1 ou 2 semaines, et c'est vrai, vous faites bien de le rappeler parce qu'on oublie parfois le caractère exceptionnel de ce qu'on fait. On s'est un peu habitué peut-être aussi à ce niveau que Tsahal peut atteindre, mais c'est vrai que c'est assez fou ce qui se passe. Et comme vous le dites, quand on écoute un peu les plateaux TV français, bon, on pourrait croire que oui, on piétine, on s'enlise, on les a sous-estimés. Moi, j'ai pas l'impression qu'on les a vraiment sous-estimés. Au contraire, on sait qu'ils étaient une réelle menace et c'est pour ça qu'il fallait éliminer cette menace. Le régime iranien lui-même, donc il a été frappé à sa tête dès les premières minutes. On connaît un peu leur stratégie de commandement décentralisé, cette fameuse mosaïque qui fait qu'ils arrivent encore à tirer, parfois même à se coordonner. Mais ce que je voulais vous demander, c'est, selon vous, c'est quoi leur stratégie? Je veux dire, ils ont deux des armées les plus puissantes au monde sur leur tête. Moi, je vois pas comment ils pourraient s'en sortir, mais quand on les écoute, ils sont encore très forts dans leur rhétorique, ils continuent à frapper. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? À survivre politiquement, gagner militairement, ça, ils ont compris qu'ils ne le feraient pas, mais quelle est leur stratégie ici? Alors, à durer tout simplement une guerre d'attrition en espérant par exemple, Donald Trump va s'essouffler ou perdre patience parce que il est critiqué aux États-Unis, l'opinion publique n'est pas nécessairement derrière lui. Chez les démocrates et même chez les républicains, il y a des gens qui commencent déjà à se plaindre. Il y a le problème financier, le coût du baril du pétrole, beaucoup de choses. Et donc, pour les Iraniens, c'est une sorte de calcul de déstabiliser le monde occidental, de déstabiliser les marchés. Ils ont même fait des mauvais calculs parce qu'au départ, ils ont attaqué les pays arabes, les pays du Golfe, en croyant que eux feraient pression sur les Américains pour calmer le jeu. En fin de compte, ils ont créé une coalition, un bloc arabe anti-Iran auquel il n'aurait jamais cru, qui va donc se battre aux côtés des Israéliens pratiquement contre eux. Ils ont fait quand même quelques mauvais calculs. Là, ils sont en train de faire un très mauvais calcul avec les menaces qu'ils profèrent sur le détroit d'Ormuz, parce que ça aussi, ça va unir tout le monde. Et même les Français et les Britanniques qui étaient frileux jusqu'à présent, quand ils vont devoir aller à la pompe et que tout le monde va se plaindre du prix du plein d'essence, eh bien, Monsieur Macron et son homologue londonien vont devoir agir. Et donc, il y a ici un mauvais calcul. Mais ce qu'on doit essayer de comprendre, même si on n'y arrivera pas, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gardien de la révolution ou dans la tête d'un ayatollah. C'est d'abord le fanatisme. Et lorsqu'ils nous balancent des discours apocalyptiques, comme quoi ils vont nous détruire, nous anéantir, en fin de compte, ils finissent par y croire eux-mêmes. C'est une propagande qui marche dans les deux sens et même plus dans l'autre sens. C'est-à-dire, nous, on n'y croit pas tellement, on sait que c'est de l'esbrouf, mais eux, en fin de compte, ils croient. Et eux, ils sont fanatiques. Ils sont aussi prêts à mourir. Ils sont dans une guerre sainte.
ils sont prêts à être des martyrs, et on a du mal à comprendre qu'ils aillent comme ça, droit dans le mur. Nous, les gens cartésiens, rationnels, Ouais, on c'est ferait ça. quand même la part des choses. C'est pas du tout le cas avec eux. Et si déjà ils vont perdre, ils voudront entraîner tout le monde avec eux dans cette dégringolade. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est si je tombe, je vous prends tous avec moi. Mais c'est vrai, vous avez raison. Il faut se mettre dans leur tête, qui est au final la tête d'islamistes fanatiques. On me dit souvent non, mais la population iranienne est une population de gens évolués, éduqués, etc. Et c'est vrai, ça, c'est la population iranienne, les Perses. Mais les ayatollahs, c'est les mêmes islamistes que les autres. Et je suis content de vous entendre dire qu'ils font beaucoup de mauvais calculs ces temps-ci. Vous parliez aussi de la pression qu'il y a sur Trump, et je reprends une des questions qui nous a été posée sur le chat. Est-ce que les objectifs américains et israéliens, ils sont 100% alignés, ou on a l'impression peut-être que Trump pourrait se satisfaire d'une victoire plus petite que ce que nous, Israéliens, on pourrait se satisfaire? Est-ce qu'on pourrait arriver dans un cas où les Américains disent, bon, d'une manière ou d'une autre, ils trouvent une façon de le dire, on a gagné, pour nous c'est bon, c'est fini, et nous, on reste seul là au milieu avec, dans le dilemme de dire est-ce qu'on se retire en même temps que les Américains un cran trop tôt, peut-être comme c'était le cas pendant la guerre des 12 jours, ou est-ce que nous, on continue tout seul? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez arriver, ou vous pensez que derrière, en soi, on est vachement aligné sur nos objectifs? Alors, il semblerait qu'il y ait quelques différences d'opinion entre Washington et Jérusalem. Au départ, on a vu que Trump se basait sur un accord sur le nucléaire et les Israéliens ont dû insister pour lui dire le nucléaire plus le balistique. Le nucléaire, ça suffit pas. La menace présente et imminente, sur les missiles balistiques. Donc Trump s'est plus ou moins laissé convaincre là-dessus. Ensuite, il y a effectivement l'objectif de cette offensive. Et l'objectif de cette offensive pour les Israéliens, c'est au bout du compte de faire chuter le régime, alors que Donald Trump pourrait effectivement se contenter d'arrangements avec le régime en place. Mais lorsqu'il parle d'arrangement avec le régime en place, c'est une admission par le nouveau régime de défaite. C'est une admission de se rendre aux Américains et d'accepter les conditions qu'ils veulent leur imposer. Donc c'est vraiment pas dans la poche. Euh, de toute façon, la menace nucléaire dont Trump voudrait se débarrasser, elle persistera tant que ce régime sera là. C'est ça. Tant que le régime des Mollahs et des gardiens de l'évolution est là, même si on a tout détruit, dès qu'ils auront une seconde de répit, ils vont recommencer, ils vont se ramener. On le voit avec le Hamas aujourd'hui à Gaza. Je suis loin de croire dans ces différences d'opinion entre Washington et Jérusalem pour deux raisons. La première, regardez bien, on a cru que Trump bluffait, qu'il n'y irait pas, qu'il n'oserait pas, regardez bien, il l'a fait. Et lorsqu'il vous dit qu'il va aller plus loin, il y a eu déjà deux, trois propositions de négociations en vue d'un cessez-le-feu que les Iraniens ont proposé pour tâter le terrain. Il a dit non, too late, too late. Donc il peut nous surprendre, à mon avis, aller jusqu'au bout et faire le boulot parce que ça lui coûte tellement cher qu'il doit venir avec une vraie victoire. Ça c'est une chose. Deuxièmement, si on regarde bien, de nouveau, cessons les analyses et les rumeurs, si on regarde bien les faits sur le terrain, la coopération et la coordination entre Jérusalem et Washington est absolument parfaite. Les armées sont comme un seul homme. Le chef de l'état-major de Tsahal parle avec le chef de CENTCOM sans arrêt. Ils font tout ensemble. La CIA et le Mossad travaillent main dans la main. Les Américains et les Israéliens travaillent main dans la main. Et l'un entraîne l'autre en fin de compte, et ils sont ici sur la voie de la victoire, et il serait dommage de s'arrêter. Pourquoi s'arrêterait-nous, puisque nous sommes sur l'élan victorieux? Et cette fois-ci, Trump ne nous arrêtera peut-être pas autant, parce qu'il nous a arrêtés en fait le 12 juin, parce qu'on était en train de gagner sans lui. Ça te gênait C'est quand même ça. un peu. C'est pour ça qu'il nous a prêté les bombes pour détruire la centrale de Fordo. C'était pour accrocher son wagon au train et à la locomotive israélienne. Là, c'est lui qui joue le rôle de la locomotive. Donc, on va le laisser prendre un peu de gloire. Et à mon avis, ça devrait marcher, ça devrait continuer. Ouais, en effet. Et est-ce Je que... termine Ouais. juste en disant que de toute façon, les Israéliens ont déjà négocié. Benjamin Netanyahou a déjà demandé le OK si jamais les Américains s'arrêtent, que nous, on continue.
Ah, voilà, donc ça, il l'a déjà demandé, c'est ça. Ouais, donc c'est vachement intéressant. Une autre question, est-ce que vous pensez que ce régime peut tomber sans que la population iranienne aille dans les rues? Ça, c'est question numéro un. Et question numéro deux, vous y avez déjà touché, mais est-ce que cette population iranienne, si elle n'est pas armée, s'il n'y a pas de défection au sein de l'armée, est-ce qu'elle a vraiment une chance, hormis si, comme vous le disiez, peut-être des commandos spéciaux viennent les aider? Alors c'est très simple, sans soulèvement populaire, la seule façon que le régime peut tomber, c'est par un coup d'État. Le coup d'État peut être fomenté par des généraux de l'armée régulière iranienne. On compte sur certains d'entre eux qui ont des comptes à régler avec les gardiens de la Révolution. Donc il y a beaucoup d'eau dans le gaz entre l'armée régulière iranienne et les gardiens de la Révolution. Certains généraux pourraient faire un coup d'État ou pourraient en tous les cas se présenter comme candidats pour travailler avec les Américains pour un régime de transition. Ça, c'est cette possibilité-là. Sinon, c'est effectivement le soulèvement populaire, lequel, je l'affirme sans hésitation, n'a aucune chance s'il n'est pas soutenu par des forces spéciales qui viendront, des commandos qui viendront les aider, parce qu'il y a quand même certaines cibles que même une population de dizaines de milliers d'émeutiers ne peut pas investir. Il faut que ce soit des professionnels, des militaires qui le fassent, surtout si c'est face à d'autres militaires. Et ça va nécessiter l'intervention de forces spéciales sur le terrain, que pour l'instant, même les Américains n'ont pas l'air de dire qu'ils ne feront pas absolument. Ça, c'est tout Mhm. à fait possible et jouable. Et à ce moment-là, oui, il faudra guider, encadrer ce soulèvement populaire, bien sûr, parce que descendre dans la rue sans savoir quoi faire, on va leur indiquer où aller et de quel édifice, par exemple, s'emparer, hein, commencer par la télévision officielle, par exemple. Ouais, c'est ça. Oui, d'ailleurs, on était étonné qu'il n'ait pas encore touché à la TV d'État iranienne. J'ai encore une ou deux petites questions et puis je vous laisse y aller parce que je sais que vous avez d'autres plateaux à enchaîner et on est toujours très content que vous nous représentiez sur ces plateaux français. Petite question peut-être un peu bête pour vous, mais que je voulais vous demander. Les gardiens de la Révolution, on sait qu'ils ont aussi beaucoup d'hommes, c'est-à-dire beaucoup de militaires, une grosse partie. Qu'est-ce qu'ils font ces hommes aujourd'hui? Parce qu'ils peuvent rien faire contre nous. La guerre se passe à des milliers de kilomètres. Ils n'ont pas d'armée de l'air. Ils sont quoi? Assis dans les bases en train d'attendre que ça leur tombe dessus? C'est comment ça se passe? Alors, on parle là, en ce qui concerne vraiment les troupes sérieuses, dirais-je, c'est 200 000 hommes. La débandade a commencé. Il y a énormément de déserteurs, et plus ça va aller, et plus ça va déserter, et beaucoup de rats vont abandonner le navire avant qu'il coule complètement. Donc, il faut s'attendre à cette débandade. Il faut aussi savoir que ce qu'ils font, ben, pas grand-chose parce que il y a ici une rupture de la chaîne de commandement qui fait, vous l'avez mentionné, hein, la mosaïque, c'est-à-dire les Iraniens ayant prévu le coup, qu'on éliminerait les hauts dirigeants, et on a fait des sous-commandements et des sous-sous-sous-commandements, et aujourd'hui on en arrive au stade, par exemple les missiles qu'on tire sur Israël ou entre parenthèses, je rappelle qu'Israël, c'est le numéro 4 hein, dans la liste des pays qui reçoivent des missiles. Les C'est vrai. Émirats arabes unis reçoivent 3 fois plus de missiles et de drones que les Israéliens, le Koweït aussi. Non, non, on est encore pas trop mal placé. Donc, c'est aussi une différence par rapport à juin dernier. Hein, c'est que les Iraniens doivent tirer sur tellement d'autres pays à la fois, on se demande. Et donc, ils agissent aujourd'hui, certaines bases militaires agissent de leur propre gré, de façon autonome. Il n'y a pas un quartier général ou un chef qui donne des consignes, des instructions claires et nettes à toutes ces unités. Et c'est un peu, chacun fait du n'importe quoi. Alors, lorsqu'on parle de stratégie, en fait, il n'y a pas de stratégie. C'est une absence de stratégie. C'est un peu du n'importe quoi. Et ça va aller de mal en pis. Et comme je l'ai dit, l'espoir, on a déjà vu dans les rues de Téhéran des Bassidji déguisés en femmes hein, avec la burqa Ouais. pour échapper et essayer d'atteindre la frontière turque. Ouais, ouais, ça fait plaisir à voir que enfin la peur change un peu de camp en Iran et que bon, j'imagine que la population civile doit quand même avoir peur des bombardements, même s'ils savent qu'ils sont pas visés. Mais je crois que ça doit leur faire plaisir de voir que l'autre camp a encore plus peur qu'eux. Dernière petite question avant de vous quitter, pour voir un peu l'avenir le jour d'après. Est-ce que vous pensez que si ce régime des mollahs tombe, est-ce que ça veut dire que pour nous en Israël, on a devant nous, alors je vais pas dire 50 ans de paix, de sécurité, où tout est magnifique, mais qu'on a 50 ans devant nous où quand même ça va être beaucoup plus calme que ce qu'on a connu,
ou vous croyez on se fait une fausse idée quand on se vend ça? Alors, militairement parlant, je peux vous garantir que là, on est en train de s'assurer pas mal d'années de tranquillité parce que la destruction est tellement massive quel que soit le pouvoir en place à Téhéran, les forces armées iraniennes ne pourront pas poser une menace importante dans les années à venir contre Israël ou contre les pays du Golfe. Ça, c'est hors de question, surtout qu'ils sont complètement isolés. Mais comme je vous le rappelle, le chef de l'état-major de Tsahal dit que la puissance de tir sera réduite de 95% dans les 2 semaines. Et donc, on en est déjà à 80%. Donc ça, c'est sur le plan militaire. Sur le plan politique, le jour d'après, si le régime des Mollahs tombe et qu'un régime normal, élu démocratiquement en Iran, prend le pouvoir, ça sera une normalisation. À mon avis, ça sera la paix. Et ça fera peut-être même honte à MBS qui est toujours hésite, tâtonne, bégaye, un pas en avant, deux pas en arrière. Et là, ça sera beaucoup plus clair et net parce qu'il y a une amitié ancestrale entre le peuple iranien et le peuple juif et ça ira très vite. Et moi, j'ai bon espoir que ce jour d'après, il est jouable. C'est maintenant que jamais d'ailleurs. D'ailleurs, s'il n'y a pas de jour d'après, si ce pouvoir reste en place, ça sera une catastrophe humaine et humanitaire sans précédent. Il y aura des massacres, des répressions. Ça sera horrible, ça sera mauvais pour tout le monde, mais aussi pour les Américains et aussi pour les Européens. Il est impossible de laisser ce régime en place. Mais en tous les cas, je le vois très bien, moi, dans un an ou deux, les Iraniens venir à Tel Aviv, manger un falafel, hein, parce que au prix où c'est, ils n'auront pas les moyens de faire plus. Mais les Israéliens, par contre, d'aller à Téhéran et Ispahan et claquer du shekel, puisque le shekel est fort. Mais je vois très bien ça. Et je pense que d'ici quelques années aussi, on aura la même chose avec Beyrouth et les Libanais. Mais avec les Iraniens, si le régime tombe, demain matin, c'est la paix, c'est la normalisation, c'est l'aide à la reconstruction économique de ce pays avec les Israéliens derrière, vous pensez bien, et les Américains, et ça sera extraordinaire. Oui, et comme vous dites, un Iran fort, ça va pas un peu emmerder MBS, ça? Est-ce que c'est pas un peu pas dans son intérêt, justement, d'avoir un Iran démocratique, fort, allié des États-Unis, allié d'Israël, et que lui, ben ouais, il va peut-être un peu rester sur la touche, ou bien peut-être ça va le pousser, justement, à aussi normaliser avec nous, et alors là, on a un tout nouveau Moyen-Orient. Exactement. Ben, il avait qu'à se manier un peu plus pour normaliser avec nous. Je suis Et bien en d'accord. fait, il redoute lui aussi que ce régime reste en place parce que c'est une menace aujourd'hui. Ils s'en rendent compte maintenant pour eux-mêmes, pour les pays arabes. On a Ok. créé, et c'est quand même assez incroyable, je le dis et le répète, une coalition. Alors, elle existait, hein, il y a ce qu'on appelle l'OTAN des pays arabes. Ils ont une coalition qui marche un peu comme l'OTAN, mais là, c'est une coalition qui inclut Israël. Ça veut Oui, dire qu'on c'est... est dans un même camp, c'est quand même assez incroyable. Alors bien sûr, on va pas se tomber les uns les autres dans les bras tout de suite. Il y a pas mal d'obstacles psychologiques qui restent, mais c'est un énorme pas en avant et ça va avoir un impact sur l'avenir de toute la région. Eh ben c'est tout ce qu'on se souhaite, des bonnes nouvelles comme ça. Un tout grand merci, Raphaël Jérusalemi, d'avoir été Ah, avec je nous ce voulais soir, pour toutes vos juste, précisions, toutes vos juste lumières. conclure en disant que effectivement ce soir, notre pensée doivent aller, nos pensées doivent aller aux habitants du nord d'Israël, que c'est eux qui sont maintenant en première ligne. Ils ont absolument besoin du soutien de tout le peuple juif, du soutien du monde entier. Ils sont la première ligne contre le terrorisme international, contre le Hezbollah, mais surtout ils ont besoin de cette aide. Et je suis content d'avoir modestement participé à cette soirée qui est extrêmement importante. Et le sujet est véritablement important après ces actualités que je vous ai données, c'est effectivement comment venir aux habitants du nord d'Israël, que je salue ce soir pour leur courage. Merci, Raphaël. Ben voilà, donc ici, on a eu Raphaël Jérusalemi avec toutes ces précisions. J'espère que ça vous a été utile. Même moi qui suis sur place, personnellement, j'ai appris beaucoup. Mais bon, c'est toujours le cas avec Raphaël Jérusalemi. On n'est jamais inquiet. Avant qu'on passe au deuxième invité de la soirée, est-ce que Lisa, tu veux peut-être l'introduire? D'abord, merci Bob, merci Raphaël pour cette intervention, pour avoir été avec nous. Et on a donc le plaisir d'avoir avec nous aussi ce soir le directeur général de la ville, de la municipalité de Kiryat Shmona.
Monsieur Or Cohen, qui se trouve avec nous en ligne de sa ville, de Kiryat Shmona. Et donc Raphaël parlait effectivement des besoins immédiats du Nord, de cette population qui depuis 2 ans et demi vit sous les bombes, sous les missiles et qui a été déplacée et qui, pour beaucoup d'entre eux, n'arrête pas de faire les allers-retours entre le nord, le centre, les hôtels, les abris. C'est une population qui vit une situation euh, extrêmement compliquée et c'est pour cette raison que nous sommes intéressés, nous avons voulu avoir avec nous ce soir Monsieur Orcohen pour nous parler justement de la situation de la population de Kiryat Shmona. Voilà, donc je te passe le relais, Bob, pour euh, interroger אור כהן, שלום, ערב טוב, ערב תודה טוב. רבה שאתה איתנו. מה שלומך קודם כל? בסדר גמור, תודה רבה על ההזמנה. תודה שהצטרפת אלינו. Donc, il nous remercie pour l'invitation et on le remercie évidemment de se joindre à nous. דיברנו עכשיו על המצב בצפון, שהיא במיוחד קשה היום הערב. מה אתה יכול לספר על המצב בערב? ככה, היום היה אחד הימים היותר מורכבים בקריית שמונה מאז תחילת הלחימה. במטח אחד למעלה מ-36 טילים שוגרו לקריית שמונה. מה שהביא באופן טבעי להיסטריה רבה בציבור, ובאמת כולם נכנסו למרחבים המוגנים. למזלנו, לא היו נפגעים בנפש, וכל הטילים יורטו. נמצאו מספר שברים ברחבי העיר, אבל מעבר לכך אנחנו בסדר. Alors, je vous traduis ce qu'il dit. Donc, il dit qu'aujourd'hui a été un des jours les plus durs de la guerre. Ils ont reçu plusieurs centaines de missiles d'un coup, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps. Alors, évidemment, il y a eu toute une panique, etc., qui a un peu gagné la population dans le nord. Mais heureusement, on n'a pas de blessés à déclarer à ce stade. איך המצב מבחינת ממ"דים בצפון, כי כמו שאמרנו קודם, אבל זה היה בצרפתית, אולי לא הבנת, אבל אמרנו שאתם בצפון, אין לכם זמן. כשיש את האזעקה, יש לכם כמה שניות כדי להגיע לממ"ד או למרחב מוגן. מה המצב הביטחוני מבחינת זה בקריית שמונה? בקריית שמונה, לרוב קודם כל יש נפילה או בום, ורק לאחר מכן יש אזעקה, ככה שהמצב הוא הרבה יותר גרוע. ומבחינת מיגון, בקריית שמונה יש 187 מקלטים ציבוריים, זה המספר הגדול ביותר לעיר, אף עיר לא מחזיקה כזאת כמות של מקלטים ציבוריים, כי לצערי רוב השיכונים הם די ישנים, ולכן מראש לא בנו בהם ממ"דים ודברים בסגנון הזה. בשכונות החדשות שכן בונים היום, אז שם כן יש ממ"דים ושם המצב טיפה טוב יותר. Alors, je lui demandais un peu comment ça se passe dans le nord, puisque comme vous le savez, nous, dans le centre, on reçoit d'abord une notification sur nos téléphones 5-6 minutes avant, et puis on a évidemment du coup tout le temps d'aller aux abris. Il m'explique que dans le nord, non seulement ils n'ont pas d'alerte avant, mais souvent ça tombe d'abord le missile, et puis seulement ça sonne dans les airs. Donc vous voyez, parfois, c'est même pas qu'ils n'ont pas le temps, c'est juste ça tombe avant que ça sonne. Donc ils peuvent juste rien faire, et donc la situation, elle est catastrophique pour eux. À Kiryat Shmona, c'est la ville la plus préparée à ce niveau-là. Ils ont plus de 180 abris publics parce qu'en fait, dans tous les vieux quartiers dans le nord, on n'a jamais reconstruit d'abris dans les maisons comme on peut le faire dans les nouvelles constructions. Alors, ils ont aussi des quartiers plus récents où là, les gens ont des accès aux abris, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, bon, je précise pour ceux qui ne sont pas en Israël, il faut quand même comprendre que quand un missile comme ça vous tombe dessus, vous savez juste rien faire. Donc, ils sont vraiment, c'est une situation de nerfs qui est très, très difficile à vivre pour eux. אנחנו פה היום הערב במיוחד בשבילכם, האזרחים של הצפון. מה אתם צריכים היום, מה הכי חשוב שאתם תקבלו היום? אנחנו יודעים גם שקרן היסוד עוזר הרבה, או איך שיכול. אם היה לך, אני לא יודע, wish list היום, מה זה? אוקיי, אחד הפערים הגדולים, כמו שכבר אמרתי, זה כמות המקלטים הציבוריים שאנחנו אמונים עליהם. בעצם אנחנו צריכים לטפל לא רק בתחזוקה השוטפת של המקלטים, מבחינת ניקיון וסדר, אנחנו צריכים גם לתת מענה של חשמל, אינטרנט, מזגנים, טלוויזיות, מיטות,
בעצם להפוך את המקלט הציבורי לבית לתקופת המלחמה. ובאופן טבעי, הצטיידות כזאת גובה משאבים מאוד מאוד רבים, מה שלא תמיד עומד לרשותנו, והשאיפה היא, ככל שיש לי איזה wish list, כמו שביקשת או שאלת, זה kama שיותר ציוד לתוך המקלטים. אתה רוצה רגע לתרגם ואז אני אסביר בדיוק מה? Ok. Alors, je vais déjà vous traduire ce qu'il a dit. Donc, je lui ai demandé s'il avait aujourd'hui une baguette magique, qu'est-ce qu'il aimerait pouvoir recevoir. Et donc, il dit qu'évidemment, les miklatim, donc les abris dans le nord, c'est vraiment le point le plus important. En fait, ils doivent les opérer, ces miklatim. Donc, déjà, il y a tout ce qui est un peu opérationnel, les ranger, les nettoyer, etc. Mais ce qu'il voudrait vraiment, c'est pouvoir les transformer un peu en quelque chose qui ressemble plus à une maison en temps de guerre, puisque les gens y passent beaucoup de temps. Et c'est-à-dire que pour ça, il faut pouvoir amener de l'électricité. Il faut pouvoir le transformer, il faut pouvoir mettre des télés, des airs conditionnés, du chauffage, etc., etc. Donc ça, c'est plus d'équipement, on va dire, pour les abris publics. Ce serait sa demande, et maintenant, il va passer à la deuxième partie. כן, עכשיו אנחנו... כן, אז קרן היסוד הם שותפים מצוינים, ובאמת מסייעים לנו בהרבה דברים שאנחנו צריכים, ואנחנו מאוד מודים להם על כך. הפערים שלנו כרגע זה בעיקר טלוויזיות, מקררים וגנרטורים. יש לנו בערך 50% מהציוד הזה, התאמה לכמי המקלטים, ונשאר לנו בעצם לתת את הדברים האלה לשאר המקלטים שחסר לנו. Evanti, ok. Alors, il nous explique déjà, évidemment, que le Keren Ayesod les aide beaucoup, que c'est vraiment un des partenaires clés dans tout ça. Et il les remercie d'ailleurs chaleureusement et vous remercie aussi à vous qui nous écoutez. Ce qu'il a vraiment besoin aujourd'hui, c'est des télévisions, des frigos pour mettre dans les abris. Ça, c'est leur besoin numéro un. Donc voilà ce qu'il a pu nous raconter. Lisa, je ne sais pas si tu veux peut-être poser une dernière question à Or ou ajouter quelque chose? אז אור, יש לי גם שאלה, אני אשמח לשאול אותך, מה המצב הרוח של התושבים של קריית שמונה? איך הם מרגישים? מה מצב הילדים שלא מגיעים לבתי ספר בימים האלו? מה מצב העורף בעצם בצפון? אוקיי, זו שאלה קצת מורכבת, כי סך הכל העיר התחילה בנקודה מאוד נמוכה. צריך לזכור שזה אחרי שנתיים של פינוי. אני לא חושב שיש עיר בעולם שחוותה שנתיים של פינוי, זה לא משהו שקיים. ובאופן טבעי האווירה הייתה לא כל כך טובה. ותוסיפי על זה את המלחמה שכרגע נחתה עלינו, אנשים במצב רוח לא כל כך טוב לצערי. לצד זאת, יש תקווה, זאת אומרת, אנשים לא איבדו תקווה. כשאני מסתובב בעיר, אני כן רואה בשעות היום שכן אפשר לצאת החוצה. אנשים כן מחייכים וכן מאמינים שמתישהו זה ייגמר ומתישהו כן יהיה טוב. לגבי תלמידים, את רוצה לתרגם ואז נדבר על תלמידים? Je demandais à Or quel est l'état d'esprit et le mental des habitants de Kiryat Shmona, donc qui est la plus grande ville du nord d'Israël, de la Haute-Galilée, et du nord de manière générale. Et aussi, quel est l'état d'esprit des enfants? Vous savez que donc depuis que cette guerre a commencé, depuis 12 jours, les enfants ne vont plus à l'école. Pour eux, c'est encore la guerre en troisième round. C'est vraiment très difficile pour tous les enfants israéliens, mais encore plus dans le nord pour des enfants qui ont été déplacés. Donc, comment on gère ça et quel est l'état d'esprit des habitants? Donc, Or me disait qu'effectivement, la situation, l'état d'esprit est pas facile. Ce sont des habitants qui ont été déplacés plusieurs fois, qui rentrent dans une troisième année de guerre, qui commencent un petit peu à être un petit peu désespérés de revoir leur vie reprendre, leur économie, l'économie du Nord, leur entreprise, etc., redémarrer. Mais d'un autre côté, ils espèrent cette fois que la situation dans toute cette région va changer. Il y a, oui, un espoir aujourd'hui dans la population du Nord que tout ça change un petit peu. Pour les enfants, effectivement, c'est très compliqué, tout ce qui est lié à l'éducation. אוקיי, לגבי התלמידים, אז כמו שלצערי, מדינת ישראל כבר למודת למידה מרחוק באמצעות זום או כלים אחרים כאלה, אינטרנטים טכנולוגיים, ובאמת כל מערך הלימודים עבר לזום, אבל
בוודאי שזה מייצר פערים באופן טבעי, ואני יכול להגיד לך שיש לנו כ-28% מילדים מכיתה ב' עד ז' שלא יודעים קרוא וכתוב, שזה באמת בעיה מאוד 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 קשה שאנחנו מתמודדים איתה. יש לנו תוכניות חינוך מאוד מאוד מיוחדות שהקמנו בשביל האירוע הזה, אבל זה מייצר פערים באופן טבעי. הילדים לא אמורים ללמוד בזום, הם אמורים ללמוד בבית הספר, מהכיתה מול מורה, ביחד עם חברים שלהם. אז כן, יש כאן פער משמעותי, אבל אנחנו עובדים כדי לכסות עליו. Il précise par rapport à l'éducation et par rapport aux enfants qu'il va avoir énormément de travail après la guerre à faire, puisque en fait ce qu'il dit c'est qu'il y a des enfants donc entre le CE2, le CE1 et la sixième qui pratiquement pour beaucoup d'entre eux n'ont pas suivi de cours d'école de manière suivie, de manière continue et qu'il y a beaucoup d'enfants donc qui ne savent pas lire et écrire entre le CE1 et la sixième. Donc, ça crée des problèmes énormes qu'il va falloir gérer après la guerre et qu'il va falloir euh, donner des cours qui vont pouvoir combler ce que les enfants n'ont pas pu apprendre pendant ces années. Et rappelez-vous aussi qu'on a eu donc avant ça donc les années de Corona euh, et en Israël les écoles ont été fermées beaucoup plus longtemps qu'en Europe. Donc ce sont des enfants qui en fait depuis 6 ans euh, pour beaucoup d'entre eux n'ont pas suivi l'école de manière régulière. אור, יש עוד דבר, עוד משהו שהיית רוצה לשתף אותנו, לספר לנו על קריית שמונה, משהו מסר שאתה רוצה להעביר ליהודי צרפת, ליהודי התפוצות? קריית שמונה הולכת להיות העיר הכי טובה במדינת ישראל. נכון, אין לנו ים, אבל יש לנו נחלים בתוך העיר, יש לנו את הנוף הכי יפה בארץ לחרמון ולעמק החולה, וזה מקום מרגש, אני מאוד מאוד אוהב להיות שם, ובעזרת השם אנחנו עוד ננצח, ואני מצפה לראות גם עלייה של יהודי צרפת לקריית שמונה, ועם ישראל חי. אמן, 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 אמן. Amen, Toda Rabba, Toda Rabba. Alors, je demandais à Or, est-ce qu'il avait un dernier message à transmettre à la communauté juive de France? Il nous dit que Kiryat Shmona est magnifique, qu'il y a des très belles rivières, il y a des très beaux paysages. On a le mont Hermon pas très loin. Et que je pense que ça rejoint un petit peu ce que Raphaël disait, parce que finalement, je pense que le message était assez positif. Or pense vraiment que toute cette partie va se développer, qu'après la guerre, il y a un réel espoir de rendre ce nord du pays encore plus florissant, économiquement parlant, mais aussi dans d'autres aspects. Et il attend la communauté juive de France, pourquoi pas pour s'installer et pour repeupler cette population du nord. Voilà. תודה רבה שהצטרפת תודה אלינו, רבה, אור. אור. אנחנו איתכם מכל הלב, ומקווה שיהיה אנחנו לכם איתכם, תהיו לילה חזקים. טוב ושקט. לילה טוב, להתראות. לילה טוב, להתראות. Ben voilà, Lisa, je pense que ceci met un terme à notre petit webinaire. J'espère que ça aurait été utile à tous ceux qui nous ont entendus. Je trouve ça assez émouvant d'entendre ce que Or dit, qu'il a tellement d'amour, d'espoir pour cette ville, parce que, comme tu dis, ça a été des années terribles. Déjà, ça fait des années qu'on leur promet le calme, la paix, la sécurité, et que rien de tout ça n'arrive, mais on voit qu'il garde un amour fou pour sa ville et pour la terre. Je trouve ça magnifique. Ouais. Je pense vraiment sincèrement qu'il va avoir un réel, il y a un réel espoir et il va avoir de réelles opportunités et des changements qui vont s'opérer si Israël et les États-Unis atteignent les objectifs qu'ils se sont fixés. On est vraiment dans une phase de changement dans le Moyen-Orient et si les populations du nord d'Israël arrivent à vivre en paix avec leurs voisins libanais et syriens, il n'y a aucune raison que cette partie du pays ne se développe pas. Donc, il y a un réel espoir. Bob, merci beaucoup d'avoir animé avec nous ce webinaire. Merci d'être aux côtés du Keren Ayesod. Merci pour ton travail. On n'a pas parlé de Hasbara ce soir, Non, c'était mais pas le sujet. c'était pas On le pourra en sujet, parler mais une fois.
mais faudra qu'on en parle parce que là aussi, il y a des changements extraordinaires qui sont en train de se faire. Et il y a du On en- boulot, hein. il Quand y on a du entend boulot, les plateaux TV en France, il y a du boulot. il y a du boulot, mais il y a quand même, je trouve quand même des prises de conscience un peu tardives, mais quand même des personnes qui se rendent compte que finalement, on est en train de faire pas mal de bien euh, à cette partie du monde. Donc, en Je pense aussi, espérant et que je ça pense continue. ouais, je crois vraiment on vit un moment historique. On saura le dire que plus tard, hein, évidemment. On lira les livres d'histoire, mais je crois qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique. Peut-être comme on est en plein dedans, on s'en rend peut-être pas encore bien compte, parce on a pas mal enchaîné. Mais c'est pour ça que je voulais demander à Raphaël Jérusalemi. Je crois qu'on est en train de changer le futur de nos enfants, qu'on va vraiment avoir des belles années devant nous en Israël. Et bon, j'ai envie de Amen. dire, il était temps. Donc, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils fassent le boulot et qu'on ait des bonnes nouvelles. Amen. Am Israël Chai. Un Leitraot Israël Chai. לכולם. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bye bye.